Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo au Mercato de Manchester United. On a des bonnes nouvelles et des nouvelles assez mitigées. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu, tu laisses un pouce bleu, tu t'abonnes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu as un avis personnel sur comment évolue le Mercato, tu laisses également un commentaire. Première information, c'est sur Ayoub Boadji. Donc Ayoub Boadji est suivi par Manchester City, Manchester United, Arsenal et le Bayern Munich. En cas de départ, Lille privilégie une vente avec un prêt afin qu'il poursuive sa progression au club. Olivier Létang, qui est le directeur général de Lille, réclame entre 80 et 100 millions d'euros. Le joueur apprécie le projet du PSG, mais le club parisien ne prévoit pas de recruter milieu de terrain cet été, sauf départ inattendu. Ayoub Boadji, c'est milieu de terrain marocain, milieu de terrain très talentueux. Je pense que ça peut être une piste intéressante, éventuellement, si on n'arrive pas à avoir l'évolution que l'on souhaite sur nos cibles actuelles au milieu de terrain. Des nouvelles de Matheus Fernandes. Florian Plettenberg nous partage une nouvelle de Matheus Fernandes. Donc Manchester United est déterminé à signer Matheus Fernandes et ne renonce pas, malgré la forte concurrence de Tottenham. Le thème personnel ne pose pas un problème. Les négociations sont en cours. Donc Manchester United négocie avec Tottenham. Donc, Manchester United négocie avec West Ham et les thèmes personnels avec le joueur sont déjà OK. Ça commence à se répéter sur ce dossier. On espère que ça va se débloquer assez rapidement. Toujours sur Matheus Fernandes, Ben Jacob fait une mise à jour du 27 juin. Les Spurs et Manchester United sont en discussion avec Matheus Fernandes et West Ham. Les décisions selon lesquelles le joueur a décidé d'un club sont prématurées. À ce stade, les Spurs ont tenu des discussions avancées avec le joueur, tandis que les discussions de Manchester United sont en cours depuis mai. Donc Manchester United est sur le dossier depuis assez longtemps. Les deux clubs sont en discussion avec West Ham et une injection de 80 millions de livres en espèces plus plusieurs prétendants signifie que West Ham s'est à présent tenu à son prix demandé. C'est-à-dire que West Ham reste ferme sur son évaluation du prix du joueur et donc on aura plus de qualifications sous peu. Donc, il nous dit que c'est une saga que les clubs et le joueur ne veulent pas laisser traîner au-delà des juillet. Donc, on espère que cette semaine, de début juillet, sera décisive pour pouvoir avoir une décision finale sur ce dossier. Donc, Fabrizio Romano nous donne la même information. Le joueur est ouvert à rejoindre les deux destinations, soit Manchester United, soit Tottenham. Il n'a pas de préférence qui bloquerait un transfert. Le problème, c'est que les deux clubs vont négocier avec West Ham. Et donc, il y a un club qui a besoin d'avoir la priorité pour négocier avec un prix raisonnable. L'accord devrait être décidé par le club qui obtiendra le meilleur arrangement avec West Ham, qui exige 25 millions de livres pour le joueur. Mise à jour de Ben Jacobs le 28 juin. Concernant Matheus Fernandes, Manchester United et Tottenham négocient tous les deux pour le joueur. Sauf qu'ici, il donne une nuance, c'est que le club choisi sera alors en meilleure position pour négocier avec West Ham. Manchester United et Tottenham ont besoin de savoir qu'ils sont le seul club que Matheus Fernandes est prêt à rejoindre. Ensuite, ça sera plus facile de pouvoir négocier un prix à la baisse avec West Ham. West Ham reste ferme sur son estimation de 80 à 85 millions de livres, malgré qu'ils ont été relégués. L'intérêt de United précède celui des Spurs, mais la course reste ouverte. Donc, dossier à voir, et on espère que ça va se débloquer cette semaine. Nico Chirac nous donne les mêmes informations. Manchester United reste en tête de course pour signer Matheus Fernandes. L'info date du 27 juin. Les discussions sont en cours et le Real Madrid vient de demander des informations sur Matheus Fernandes et la cible principale de Mourinho, Enzo Fernandez. Déjà, ça n'aura aucun sens pour le Real Madrid de venir chercher Matheus Fernandes, sachant qu'ils ont déjà beaucoup de joueurs au milieu de terrain, sauf s'ils ont prévu de vendre des joueurs. Donc moi je dirais que ça c'est des infos pour faire monter la valeur du joueur. Les informations qui viennent des agents pour créer l'engouement sur le joueur pour monter le prix. Alors, le Real Madrid ne considère pas Aurélien Tchouaméni comme une star qui sont obligés de vendre et il n'envisagera des offres qu'au tarif de 103 millions de livres. Donc Tchouaméni, ça va être assez cher. Manchester est toujours intéressé par lui et serait en mesure de répondre aux exigences salariales. Nicolo Chira, lui, il nous dit que Tchouaméni n'est pas central dans les plans de José Mourinho et il pourrait donc quitter le Real Madrid lors de la fenêtre de transfert estivale. À savoir maintenant, est-ce que Tchouaméni, lui, serait intéressé à quitter le Real Madrid, même s'il a déjà eu à gagner des trophées majeurs avec le Real Madrid? Est-ce que dans ce nouveau projet avec José Mourinho, il serait forcément clair à partir? Et aussi, quel serait le projet sportif que Manchester United serait prêt à proposer à Tchouaméni? Et aussi, l'aspect salarial à voir. Moi, pour être honnête, je ne crois pas trop cette affaire de Tchouaméni. Je pense que c'est plus Manchester United qui met en avant les possibilités de recruter Tchouaméni parce qu'ils savent que ça permet aussi de faire comprendre aux autres clubs qu'il y a des options disponibles. Donc moi, j'y crois pas trop parce que Tchouaméni est bien installé au Real Madrid. Même si cette saison, il ne joue pas trop beaucoup avec José Mourinho, ce sera plus la saison prochaine qu'il voudra partir après avoir peut-être joué beaucoup de matchs démarrant depuis le banc de touche. Des nouvelles de Marcus Rashford. Marcus Rashford a débuté contre le Panama et Kobe Mainoo est resté sur le banc. Très dur pour Kobe Mainoo, difficile de comprendre la décision de Tuchel de le mettre au banc l'un des mieux terrains d'Angleterre. Kobe Mainoo est en concurrence avec plusieurs gros joueurs de Premier League qui ont aussi des meilleurs atouts physiques, notamment en termes de taille et d'envergure, qui sont les arguments que Thomas Tuchel apprécie. Kobe Mainoo, il est sélectionné parce qu'il a du talent. C'est un milieu de terrain technique qui sait faire avancer le ballon. Le problème, ça peut être dans les duels, l'expérience et aussi la taille. Il est en concurrence avec qui? Elliot Anderson, Declan Rice, Jordan Henderson. Donc,
des joueurs plus expérimentés, sauf Elliot Anderson qui lui vient de Nottingham Forest. Ça explique aussi pourquoi Kobe Mainoo passe un peu au second plan actuellement. Du nouveau, concernant Carlos Baleba, Tyrone Marshall nous dit que c'est assez calme, mais il est toujours sur la liste de Manchester United. Et contrairement à d'autres milieux de terrain, pour suivre cet été, il y a peu de concurrence. L'équipe de recrutement l'apprécie toujours, mais le problème, c'est le prix. Brighton voulait 100 millions de livres en 2025. Et cette valorisation ne semble pas avoir bougé. Plus United tarde à signer un milieu de terrain, plus il est probable que Baleba revienne dans les réflexions. Si les autres dossiers n'arrivent pas à se débloquer assez rapidement, au plus tard mi-juillet, alors il est fort que le dossier Carlos Baleba revienne dans les réflexions du club. La bombe concernant Maison Milan Prespon Itegi que le nouveau Milan d'Amorim se prépare à un marché spectaculaire. L'un des noms proposés au Milan ces dernières heures est celui de Maison. Il a été proposé à l'AC Milan. Ruben Amorim a donné le feu vert pour entamer une possible négociation avec le joueur. Il y a un échange d'informations en cours et on sait que la valeur marchande du joueur c'est de 25 millions d'euros. Moi, je ne crois pas trop à l'information. Je ne pense pas que c'est Manchester United qui a proposé Maison. Je pense que dans un marché où ils savent que l'AC Milan est en train de vouloir redorer son blason et revenir en Champions League, on sait que l'AC Milan vient de dépenser 70 millions sur Gonzalo Ramos. Donc, il y a certainement des intermédiaires qui proposent des joueurs. Et Maison fait partie des joueurs qui ont été proposés par des intermédiaires. Est-ce qu'il a été proposé par ses agents? Je ne pense pas, puisqu'à Manchester United, il a une situation stable. Il a un contrat qui est encore valable pour 2 ou 3 ans. Il a un salaire qui est confortable. On sait qu'en Italie, ça paye beaucoup moins qu'en Angleterre. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les agents de Maison vont proposer le joueur à l'AC Milan. Je pense que c'est des intermédiaires qui ont essayé de proposer le joueur à l'AC Milan pour jauger si l'AC Milan peut il y a une offre et voir si Manchester United serait ouvert à vendre le joueur. On parle de 25 millions d'euros. Surprenant pour la valeur marchande du joueur au vu des recrues actuelles, notamment au milieu de terrain. Je pense que ce serait beaucoup plus que Manchester United demanderait pour Maison. L'information a été démentie par Stephen Rilson. Stephen Rilson, c'est un journaliste du Manchester United Evening News. Il nous dit qu'il n'y a aucun contact entre l'AC Milan et l'entourage de Maison, malgré un rapport affirmant qu'il aurait été proposé pour un transfert. Il est considéré comme un joueur important et il est attendu qu'il reste en place. Donc, certainement, c'est des intermédiaires qui ont proposé Mason Mount. Maintenant, c'est un joueur qui va pouvoir se positionner et proposer son talent au vu des nombreux matchs qu'il aura à jouer. Donc, il aura des opportunités de jouer. Et sincèrement, je ne pense pas que Milan puisse répondre à ses exigences salariales. Ensuite, on a Trivela. Trivela, c'est un média brésilien qui nous dit que Manchester United cible 5 arrières gauche. Lewis Hall, Miles Lewis Kelly, Alphonso Davies, Tariq Michel et Anthony Robinson. On sait déjà que Lewis Hall est ciblé. On sait déjà qu'Alphonso Davies avait été ciblé, mais il avait prolongé finalement Bayern Munich. Je ne crois pas que ça ait changé aujourd'hui. Il a un nouveau contrat au Bayern Munich qui gagne un salaire proche de 20 millions d'euros. Et Anthony Robinson, pour moi, c'est la cible la plus réaliste. C'est un joueur qui a de l'expérience, il a 29 ans. Il pourrait coûter 25 à 30 millions d'euros. Et Fulham n'est pas un club qui a des difficultés à vendre les joueurs. Tariq Michel, je ne connais pas bien. Max Lewis Kelly, il est bien installé à Arsenal. Arsenal vient de gagner le titre. Donc, à moins de faire une proposition de 60, 70, 80 millions, je ne crois pas que ce sera possible de déloger Miles Lewis Kelly d'Arsenal. Ensuite, Manuel Ugarte, qui s'est blessé pendant la Coupe du Monde. David Austin qui nous dit qu'il risque de manquer une longue période en raison d'une blessure au ligament du genou survenue lors de la défaite de l'Uruguay face à l'Espagne. Le problème fait l'objet de tests en cours pour évaluer la gravité, mais le milieu de terrain de Manchester United, âgé de 25 ans, semble promis à une absence prolongée. L'information nous a été confirmée par Chris Wheeler et la page de Manchester United. On nous a confirmé que c'est bien le ligament croisé antérieur du genou gauche qui a été touché. Manchester United confirme et le joueur a également confirmé que c'est une blessure ligamentaire. Ça pourrait affecter les plans de transfert de Manchester United pour cet été, notamment parce que on sait que dans le budget des achats de milieu de terrain, il fallait vendre Manuel Ugarte. Vu qu'il y aura la compensation de la FIFA suite à la blessure du joueur, Manchester United pourra recruter un deuxième milieu de terrain, un troisième milieu de terrain, à partir du moment où le protocole FIFA se met en place pour que le salaire de Ugarte soit compensé. L'IRM confirme que Manuel Ugarte s'est déchiré les ligaments croisés. Manuel Ugarte a fait un post sur Instagram pour confirmer qu'effectivement, il a une grave blessure. Il a remercié sa famille, les amis et tous ceux qui lui ont envoyé des messages. Donc, c'est une blessure très grave pour le joueur. Pour ma part, j'espère qu'il reviendra en pleine forme, que ce soit pour être vendu, que ce soit pour être réintégré dans l'effectif de Manchester United. On lui souhaite un très bon rétablissement. Petit débrief concernant le cas Ugarte et la situation du milieu de terrain. Je pense que la blessure de Manuel Ugarte ne va pas affecter les plans de Ineos au milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a un protocole FIFA qui permet de compenser les blessures des joueurs qui se blessent pendant les compétitions FIFA. Ce qui fait que
le salaire de Mario Ugarte sera totalement compensé. Ça veut donc dire qu'il y a la possibilité pour Ineos d'investir en termes de masse salariale sur un autre milieu de terrain. Mario Ugarte sera indisponible pendant près d'1 an. Donc, il n'est pas logique que pour un joueur qui est indisponible pendant près d'1 an, on ne puisse pas en retour le remplacer, même si l'amortissement de son transfert reste dans les bilans comptables du club. Donc, ça voudrait dire que dans les plans du mercato, on avait déjà prévu de recruter un deuxième milieu de terrain, ça c'est en cours. On a déjà Ederson, on a Kobe Mainoo, donc ça fait déjà 3 milieux de terrain. Il nous faudrait donc un 4e milieu de terrain pour faire une profondeur de banc. Pour moi, l'idéal pour un grand club, c'est au moins d'avoir 5 milieux de terrain qui peuvent se concurrencer, notamment en position de 8 et en position de numéro 6, qui permettent aussi à l'entraîneur d'avoir une flexibilité tactique. Je ne pense pas que la blessure de Mario Ugarte va affecter les plans du club. Manchester United reste un grand club. La compensation de la FIFA va aider à ne rester confiant quant à la signature d'un 3e milieu de terrain après le recrutement de soit Fernandez, soit une alternative à Fernandez. Ensuite, on a Sam C. Report qui nous a fait des révélations sur comment fonctionne désormais le département de recrutement de Manchester United sous Ineos. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur Give Me Sport. Ils ont décrit un peu comment Manchester United fait le recrutement, comment c'est structuré. Donc, on va juste lire ici les grandes lignes. C'est que toutes les figures seniors de recrutement il y a 3 ans ont maintenant quitté le club. Donc, on sait que John Moutour et toute la clique des Glazers sont partis. Jason Wilcox est l'autorité finale sur le recrutement footballistique. L'équipe de Christopher Vivell dirige l'identification des joueurs et l'évaluation des cibles. Matt Hargreaves est devenu une figure clé dans les négociations et les relations avec les agents. Voilà comment se répartissent les rôles au niveau du recrutement. Ici, on a une description plus détaillée sur comment ça se passe au niveau de l'identification des profils. Il nous dit que l'identification du poste ou du profil de joueur que le club cherche à renforcer, c'est la première étape. Ensuite, Christopher Vivell et son équipe de recrutement vont identifier les cibles appropriées, recueillir les informations détaillées sur les joueurs et faire des évaluations de recrutement appuyées par des rapports du réseau de repérage du club avant que les discussions ne passent à l'étape suivante. Ensuite, on a un département de données à Manchester United qui va jouer un rôle de soutien important tout au long du processus. Plutôt que de diriger les décisions de recrutement, les données sont principalement utilisées pour aider à établir des listes longues, aider à établir des alternatives similaires aux joueurs principalement ciblés. Ça va être également utilisé pour filtrer les cibles potentielles et fournir des analyses supplémentaires au fur et à mesure que les discussions avancent. Celui qui supervise les opérations de repérage, c'est Kyle Macaulay. Donc, son département va alimenter un processus de recrutement plus large aux côtés de l'équipe de Vivell. Et les cibles potentielles sont ensuite classées et réduites avant que la liste finale courte soit convenue en interne. Donc, avant le mercato, on a une liste finale courte. C'est ainsi qu'on a eu la liste qui nous a été communiquée au début du mercato. Bien que le processus soit collaboratif, Jason Wilcox a l'autorité finale sur les décisions de recrutement footballistique. Donc, c'est lui le responsable et c'est lui qui prend la décision de recrutement. Une autre figure clé est le directeur de négociation footballistique, Matt Hargreaves, qui joue le rôle majeur dans la gestion des relations avec les agents. Donc, c'est lui qui va discuter avec les agents, il va négocier avec les autres clubs. Et il a été impliqué au cours de ces dernières années dans plusieurs négociations réussies. Donc, voilà comment s'organise aujourd'hui la structure de recrutement mercato de Manchester United. Je dirais rien d'extraordinaire. Le seul bémol, c'est juste la partie des données. Donc, le département des données, il joue un rôle, mais il ne dirige pas les décisions de recrutement. C'est un peu décevant dans ce sens où les données aujourd'hui, c'est le nez de la guerre. Des clubs comme Brentford, Brighton utilisent les données au maximum pour faire des recrutements et des coûts intéressants sur le marché. Donc, je pense que Manchester United gagnerait beaucoup à mettre en avant l'utilisation des data pour identifier des cibles qui émergent avant que d'autres clubs ne puissent arriver dessus. Mais c'est déjà une bonne chose que le club soit beaucoup mieux organisé, en tout cas en termes de structure football, que les recrutements ne soient plus dirigés uniquement par le marketing, mais par des statistiques, par des données et par une structure de personnes qui connaissent les métiers. Pour finir, une information au Manchester United concernant Yann Joman. Yann Joman, l'ailier ivoirien, il a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain avec effet immédiat. On comprend que Nasser Al-Khelaifi et Olivier Mintzlaff sont en contact direct. Ce sont des dirigeants qui ont une excellente relation. Liverpool ne va donc pas soumettre une autre offre. À rappeler qu'il y a 2 offres de Liverpool qui ont été refusées pour le joueur. Donc, c'est un mercato difficile pour tout le monde, y compris des clubs comme Liverpool qui sont prêts à dépenser du 100-120 millions sur des joueurs. Donc, Joman a déjà accepté un contrat au PSG. Le PSG accélère très rapidement. Il a déjà accepté son contrat le PSG jusqu'en 2031. Il n'y a pas encore d'accord club à club. Leipzig veut garder le joueur et ne vendra Joman que pour un montant exceptionnel. Donc, 100 millions d'euros ne vont pas suffire. Maintenant, je m'attends à voir comment le PSG va négocier. Parce qu'on sait que le PSG, ils ont beaucoup d'accords. On se rappelle du dossier João Neves où Manchester United était intéressé par João Neves. Le prix était de 120 millions d'euros. Et lorsque le PSG est devenu intéressé, le prix est passé de 120 à 60. Je suis pas un adepte de la théorie du conflit, mais je pense que le PSG
utilisent les paiements offshore, parfois avec les agents, parfois même avec les clubs, pour convaincre certains dirigeants de baisser les prix pour vendre les joueurs. Parce qu'il est inconcevable qu'aujourd'hui, Yann Joman, qui est demandé à plus de 100 millions d'euros, le PSG a le dossier, et on nous explique ici, du moins d'autres médias nous expliquent que le PSG peut payer moins que ce que Liverpool a proposé. La seule explication serait que, au-delà de la relation entre les clubs, on nous dit excellente relation entre Nasser et le directeur de Leipzig. Ce n'est pas juste une excellente relation, c'est que derrière, il y a aussi des intérêts qui se mettent en place, et le PSG utilise la géopolitique certainement. Il y a aussi des paiements offshore, peut-être via des sponsors, peut-être via d'autres intermédiaires, pour convaincre les dirigeants de lâcher des joueurs à des prix un peu plus bas que les prix normaux. Déjà que le PSG surpaye les joueurs, mais quand on est en concurrence avec le PSG, c'est quand même assez drôle de voir le PSG payer moins que d'autres clubs qui utilisent pourtant des fonds normaux. Donc, c'est un dossier intéressant que je voulais vraiment vous partager dans le cadre de cette vidéo. Voilà, c'était pour cette vidéo. Si tu as apprécié le contenu, tu laisses un pouce bleu, ça fait plaisir, ça fait grandir la communauté. La chaîne est encore très jeune, donc moi, ça me permet de grandir en termes d'abonnés, en termes de référencement pour proposer ce contenu à d'autres personnes. Donc, laisse un pouce bleu, c'est vraiment très important, ça m'aide beaucoup. Tu fais également t'abonner pour augmenter le nombre de personnes qui suivent cette chaîne, faire grandir la communauté. La chaîne a à peine quelques semaines. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant Manchester United. Ciao.